Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je vous adresse tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Merci beaucoup pour votre inscription et puis votre participation ce matin. Merci à nos intervenants pour leur collaboration à ce webinaire, pour les expertises qu'ils vont nous apporter ce matin sur la transition énergétique, les perspectives et les enjeux du marché des ENR en Algérie et au Maroc. Donc l'Algérie et le Maroc, comme beaucoup d'autres pays, sont dans leur transition énergétique. Le webinaire de ce matin va être l'occasion de tirer les leçons, de faire un état des lieux et de mettre en lumière les perspectives pour un développement accéléré des énergies renouvelables dans les deux pays. Donc on va voir que dans les deux pays, des programmes étatiques ambitieux d'ailleurs visent à exploiter efficacement les ressources d'énergie renouvelables, que ce soit pour réduire la dépendance des pays vis-à-vis des énergies fossiles, mais aussi pour combler un certain retard. Donc dans les deux pays, on verra que les gouvernements ont entamé l'élaboration de plans d'action et de feuilles de route afin de se positionner sur ces segments porteurs qui sont générés par les énergies renouvelables. Donc ce matin, on va traiter cinq grands points, d'abord pour le Maroc, puis ensuite pour l'Algérie. On fera d'abord un état des lieux du secteur. Ensuite, nous verrons ensemble quelles sont les opportunités du marché des ENR, quelles sont les opportunités à saisir pour vous, entreprises bretonnes, quelles sont les perspectives d'évolution, avec notamment un point sur les nouvelles sources d'énergie renouvelable. On verra enfin quel est l'impact Covid sur le secteur de l'énergie. Et puis un petit point pour terminer, pour chacun des deux pays, sur la pratique des affaires. On vous donnera quelques conseils utiles pour aborder vos affaires au Maroc et en Algérie. On va commencer ce matin par le Maroc. Ce webinaire s'inscrit dans la semaine Maghreb que je vous ai proposé toute la semaine. Donc c'est le troisième webinaire. Merci encore pour votre intérêt et puis votre mobilisation pour les webinaires qui se sont déroulés et qui se déroulent encore demain durant cette semaine Maghreb. Je vais vous présenter nos intervenants. Donc tout d'abord, je vais commencer par les femmes, par le Maroc. Bonjour Faiza, bonjour Myriam. Donc Faiza et Myriam font partie de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Faiza est basée à Paris, représente la CCI Maroc en France. Et Myriam est chargée de la filière Clean Tech au Maroc à la CCI. Prendront ensuite la parole Halim, qui est l'un de nos prestataires agréés pour l'Algérie. Halim est directeur adjoint de la Chambre de commerce franco-algérienne. Bonjour Halim. Bonjour. Et nous avons la chance et l'honneur ce matin d'avoir la présence. Merci beaucoup, messieurs, pour votre concours à ce webinaire. Merci d'apporter votre expertise. Nous avons les docteurs Chir et Khelaf, qui sont tous les deux directeurs des recherches au CEDER, au Centre de développement des énergies renouvelables, donc pour l'Algérie. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Avant de vous faire la petite présentation habituelle de BCI, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore tous nos services, juste un petit point sur la prise de notes pendant le webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, la présentation de ce matin sera disponible sur la plateforme BCI Info. Donc, disponible, vous avez l'accès via notre site web. Le webinaire est également enregistré. Le podcast sera à votre disposition également sur BCI Info. Dans quelques temps, je vous enverrai un petit mail pour vous avertir. Donc, pas de stress pour la prise de notes. Tout ce qui va vous être présenté ce matin sera disponible pour vous, soit dans la journée, soit demain au plus tard. Je vais lancer la petite présentation de BCI. Ça dure 4 minutes. Je vous remercie par avance pour votre attention. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international ? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI réparties sur tout le territoire breton à votre proximité,
tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Avant cela, j'aimerais vous présenter, on ne la voit pas, mais est avec nous ce matin Annie Berthelot, qui est chargée d'affaires industrie à BCI. Donc, c'est votre point d'entrée, c'est votre point de contact à BCI. Si vous avez la moindre question pour aller plus en avant, plus en détail sur certains points, certaines problématiques que vous pourriez avoir, que ce soit sur l'Algérie ou sur le Maroc, Annie se tient à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos questions. Les coordonnées d'Annie seront présentées à la fin de cette présentation. On attaque donc sur le sujet de ce matin, transition énergétique, perspectives et enjeux du marché des ENR en Algérie et au Maroc. Ça, ce sont les points majeurs que l'on va aborder. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas. Je vous laisse la parole, mesdames, Faiza, Meriem.
Oui, merci Karen, merci à tous, hein. Bonjour, bonne année, meilleurs vœux. On est ravis d'être parmi vous et vraiment merci à BCI d'organiser cette semaine Maghreb. Effectivement, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc est aussi partenaire de BCI depuis de longues dates. On accompagne toutes les entreprises françaises, quel que soit leur secteur d'activité, sur le marché marocain. On est à la confluence de l'Europe et de l'Afrique. On a cette chance d'avoir une position géographique stratégique au Maroc, où le pays est francophone, où l'offre française est très appréciée. Et donc, je voulais juste vous rassurer sur le fait qu'effectivement, la crise sanitaire, forcément, impacte aussi le marché et l'économie marocaine, mais est complètement maîtrisée sur le territoire. Nous avons, depuis septembre, réouvert nos frontières. Donc, vous êtes les bienvenus sur invitation professionnelle. Vous êtes les bienvenus sur le marché marocain. Et très rapidement, donc, je vais vous laisser là avec Myriam Faris, notre chargée de filière Cleantech, qui est vraiment spécialisée dans tout le domaine de la Cleantech. Vous verrez qu'effectivement, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique font partie des secteurs primordial et porteur au Maroc, avec un plan stratégique en bonne et due forme, un écosystème qui est très valorisé, qui est très structuré de plus en plus et avec des ambitions très fortes. Donc voilà, je vous laisse avec Myriam. Merci à tous. Merci Faiza. Merci Faiza, merci à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui pour ce webinaire sur les énergies renouvelables en Algérie et au Maroc. Donc, pour commencer la présentation du marché des énergies renouvelables au Maroc, une chose très importante et à noter, c'est qu'aujourd'hui, le mix énergétique marocain demeure encore dominé par les énergies fossiles, notamment les hydrocarbures et le charbon. Et le Maroc, en fait, pour faire face à cette dominance, a réfléchi, a pensé depuis 2009 à mettre en place une stratégie énergétique intégrée. Donc, en 2009, le gouvernement marocain a mis en place cette stratégie qui, aujourd'hui, en découle de cette stratégie plusieurs axes, plusieurs objectifs. Et un des objectifs, on va dire, majeurs, c'est de mettre en place une politique de diversification des sources d'énergie, multiplier ces sources d'énergie, réfléchir à de nouvelles alternatives. Et donc, in fine, sécuriser l'approvisionnement du pays et arriver à atteindre un objectif qui est de 52% de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Donc, pour arriver à cet objectif, le Maroc a mis en place plusieurs programmes étatiques, des programmes nationaux qui ont touché toutes les filières des énergies renouvelables, notamment le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité et aussi l'efficacité énergétique qui est une part intégrante du secteur et de la transition énergétique au Maroc. Je vais en détailler après. Karen, est-ce que tu peux passer le slide parce que je suis sur le deuxième slide? Voilà. Sur les programmes étatiques mis en place, on retrouvera le premier programme qui a été mis en place, qui est le programme solaire Nord, qui a un objectif d'installer une capacité de 2000 mégawatts. Voilà, c'est un des grands, des premiers programmes, un des grands programmes qui a été mis en place. Plusieurs centrales solaires aujourd'hui ont été lancées et qui alimentent aujourd'hui le réseau électrique marocain, notamment la station Nord-Ouarzazate. Cette station aujourd'hui qui fait partie des plus grandes stations solaires au monde. Alors, les projets, un point très important à souligner, c'est que tous ces projets-là sont portés et pilotés, bien sûr, par le ministère des Énergies et des Mines et aussi par une agence qui a été créée au moment où la stratégie énergétique a été mise en place, qui est l'AMAZEN, donc l'agence marocaine qui gère aujourd'hui tout le volet des énergies renouvelables au Maroc et qui porte
tous ces projets et qui sera, si vous êtes amené à interagir avec les acteurs au Maroc, qui sera bien évidemment un des premiers interlocuteurs pour vous dans le secteur des énergies renouvelables au Maroc. Donc, j'ai parlé du programme Nour. L'éolien aussi, c'est une des sources d'énergie renouvelable aussi au Maroc qui a beaucoup de potentiel. On a un programme aussi qui a un objectif d'installer une capacité de 2000 mégawatts et de faire porter la part de l'éolien à 14% dans, on va dire, tout le pourcentage de la part des énergies renouvelables. Le Maroc en dit... Est-ce que tu peux, Myriam, excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux redonner le nom de l'agence marocaine? Mazen, c'est Mazen. Moroccan Agency of Renewable Energy. Parfait, merci. Donc, je parlais du programme éolien. On dispose aussi de programmes par rapport à l'hydroélectricité. Alors, j'ai le programme de l'efficacité énergétique. Donc, outre les énergies renouvelables, le Maroc a également décidé de miser sur l'efficacité énergétique. J'ai dit au début que c'est une partie intégrante de la filière et on s'est fixé un objectif qui est de réduire la facture énergétique marocaine de 30%. Je vais après rentrer plus dans le détail des programmes qui ont été mis en place par le Maroc en ce qui concerne l'efficacité énergétique et les opportunités que les entreprises françaises pourraient saisir par rapport à cette filière. Alors, slide suivante. Donc, pour arriver, on va dire, à l'objectif majeur qui est les 52%, faire en fait arriver la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 52%, le Maroc a mis en place plusieurs mesures, des mesures institutionnelles, des mesures d'accompagnement plutôt, on va dire, opérationnel, plutôt terrain. Donc, pour faire évoluer ce secteur et faire en sorte d'atteindre cet objectif. Par rapport aux mesures institutionnelles, il était très important de mettre un cadre juridique énergétique par rapport au secteur. Et à partir du moment où la stratégie énergétique a été réfléchie, a été mise en place, le gouvernement a aussi pensé à une loi. Donc, il y a eu une loi qui a été promulguée en 2010, la loi 1309, qui est relative aux énergies renouvelables et qui, en fait, régit la relation entre tous les entreprises qui opèrent dans le secteur et aussi aujourd'hui le premier donneur d'ordre du secteur qui est l'Office national de l'électricité et de l'eau qui gère le transport et la distribution exclusivement sur le marché marocain. Donc cette loi est venue pour régir ces relations entre les différents acteurs du secteur. Et depuis, plusieurs décrets ont été publiés, des décrets qui sont relatifs à des procédures administratives, à des parcs éoliens. Donc, plusieurs décrets, si vous voulez, on pourrait après rentrer dans le détail de la partie, on va dire, réglementaire du secteur des énergies renouvelables. Dernièrement, c'est toute l'actualité du secteur, c'est le régime par rapport à l'autoproduction, un point qui intéresse beaucoup les entreprises privées qui veulent se positionner sur le marché. Donc, le ministère des Énergies et des Mines a déposé un avant-projet de loi auprès du secrétaire du gouvernement relative à l'autoproduction.
Donc, c'est voilà, une loi, un avant-projet de loi pour présenter la relation entre les autoproducteurs et l'office, donc l'ONE, l'office qui régit la distribution et le transport de l'électricité. Et un point important dans cette loi, c'est qu'on prévoit la possibilité de vendre l'excédent de la production aux gestionnaires du réseau. Et ça, c'est dans la limite de 10% de la production annuelle de l'installation. Donc, c'est un avant-projet de loi toujours en cours d'examen auprès du secrétaire général du gouvernement. Donc, à côté du cadre juridique et réglementaire, il y a eu aussi la création de nouvelles institutions. J'ai parlé tout à l'heure de la Mazen. Il y en a d'autres que je vais citer au fur et à mesure. Donc, par rapport aux mesures d'accompagnement qui sont plutôt axées sur le volet économique et le volet social, comme j'ai dit au début, qui sont plutôt des mesures opérationnelles, très important que le Maroc avait réfléchi au point financement. Donc, il y a eu le développement ou plutôt la création d'une ligne de crédit dédiée aux énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui est le MORCEF, porté par la BIRD. Le volet aussi recherche et développement par la création de plusieurs complexes et de recherche et de plateformes, notamment portées par l'IRISEN, donc aussi une institution qui a été créée dans ce sens. L'IRISEN qui est l'Institut de recherche en énergie solaire et toute nouvelle énergie, et qui porte ce volet de recherche et développement du secteur. La formation, un point aussi très, très important. Le ministère des Énergies et des Mines a validé la création d'institutions aux formations des métiers des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, ce sont 3 institutions qui sont opérationnelles, donc sur les villes de Tanger, Ouarzazate et Oujda. Et bien sûr, on n'a pas oublié le volet innovation et les startups qui peuvent aussi apporter de la valeur ajoutée au secteur à travers des solutions innovantes et des solutions et des technologies innovantes pour développer le secteur. Et donc, il y a eu la création du cluster solaire, qui est un cluster qui regroupe aujourd'hui, bien sûr, non pas... Ah, on ne t'entend plus, Myriam, ça a coupé. Donc, le cluster solaire porte aussi ce volet de start-up à travers un incubateur des start-up voilà, qui opèrent dans le secteur. Alors, tout ça a fait qu'aujourd'hui, un écosystème de la transition énergétique au Maroc a été créé, piloté par le ministère des Énergies des Mines au Maroc et du développement durable. Après, donc, j'ai cité pratiquement tous les acteurs, on va dire, pilotes et importants du secteur, notamment l'Office national d'électricité et de l'eau, la Mazen, l'ANRE, donc toute nouvelle institution, donc c'est très récent, c'est l'Autorité nationale de régulation et de l'électricité, créée en fait pour régir et gouverner en fait la relation des différents acteurs du secteur, surtout avec l'avènement et la réforme par rapport à l'autoproduction. Donc voilà un peu par rapport on va dire, à l'état des lieux du secteur des énergies renouvelables. Les énergies, en fait, les sources d'énergie qui sont, on va dire, communes, solaire, éolien, hydroélectricité, mais pas que, parce que le Maroc est aussi en train de réfléchir à de nouvelles alternatives, de nouvelles sources d'énergie renouvelable.
Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Oui, j'avais une petite question. Enfin, tu aborderas ça très certainement dans les opportunités et les perspectives, mais est-ce que tu pourras expliquer, enfin, donner aux entreprises bretonnes une idée des besoins locaux, du coup, parce que toutes ces mesures d'accompagnement là, et ces structures, ainsi que la création du cluster solaire, vont générer des besoins, des ouvertures sur des partenariats technologiques. Voilà, comment vont se passer ces collaborations possibles et quels sont les besoins, dans quel domaine? Est-ce qu'on est plus dans la recherche au niveau industriel? Quels sont les besoins pour les structures sur place? Ça, je suppose que tu aborderas ça un petit peu plus tard dans les opportunités. Effectivement, Karen, je vais plutôt détailler, pas détailler, mais voilà, donner une idée un peu sur les opportunités que présente le secteur, la manière en fait ou comment aborder et saisir ces opportunités. Je voulais quand même, si tu le permets, continuer par rapport aux énergies renouvelables parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas que le solaire, il n'y a pas que le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité, mais le Maroc est aussi en train de travailler sur de nouvelles sources d'énergie. En fait, ce n'est pas cette slide, c'est la slide d'avant, c'est la slide où il y a la filière hydrogène vert. Alors là, je prends dans l'ordre l'hydrogène. Voilà, c'est en fait celle-ci. Voilà, celle d'après, celle d'avant, excusez-moi. Alors, voilà, c'est cette slide. Voilà. Donc, comme j'ai dit, très, très important aussi de souligner que le Maroc est en train de travailler et de mettre en place de nouvelles sources d'énergie renouvelables. Et l'année 2020 était une année d'hydrogène vert pour le Maroc en excellence. Depuis janvier 2020, le Maroc a mis en place une feuille de route pour le développement de cette filière en collaboration, en forte collaboration avec des pays européens, notamment l'Allemagne, qui accompagne le Maroc sur ce volet-là et sur le développement de l'hydrogène vert. 2 premiers projets ont été identifiés, donc un projet relatif au Power to X pour la production de l'hydrogène vert qui est aujourd'hui proposé par l'Amazon. Un deuxième projet qui est l'élaboration d'une plateforme de recherche et de transfert de connaissances et qui sont portées par l'IRISEN. Donc, c'est la plateforme Green H2A. Une commission aussi a été créée donc, en début d'année, une commission nationale d'hydrogène vert. L'objectif était de faire accélérer et d'identifier les perspectives d'évolution sur ce nouveau segment. Voilà. J'ai dit au début qu'il y avait un projet de production d'hydrogène vert qui va être proposé par l'Amazon. Donc, c'est une usine de démonstration d'hydrogène vert qui va être développée en partenariat avec un institut allemand et l'OCP, donc l'Office chérifien de production de phosphate. Et cette usine, elle sera dotée d'une capacité de production de 4 tonnes par jour d'ammoniac. Et l'objectif étant de répondre à une partie de la demande du groupe OCP, étant donné que l'ammoniac entre dans le processus de fabrication de certains fertilisants. Voilà. Elle est située où cette usine? On n'a pas le détail de la ville qui arbitrera cette usine, mais c'est en cours de décision.
Je pourrais après contacter peut-être l'Amazon pour avoir plus d'informations s'il y a voilà, un fiche projet par rapport à cette usine et la partager avec les entreprises intéressées. Ok. Je reste sur ce slide ou je reviens sur celui d'avant? Non, j'ai encore par rapport à la biomasse parce que c'est aussi une filière aussi rentable pour le Maroc. On en dispose d'un potentiel qui est important, mais malheureusement pas exploité, pas encore développé. On est plutôt dans l'utilisation de la biomasse, mais d'une manière, si je peux dire, voilà, traditionnelle, plutôt dans les campagnes, plutôt dans les hammams qui sont aujourd'hui mis en service à 95% voilà, de l'utilisation de la biomasse. On a un potentiel qu'on peut bien évidemment exploiter, un potentiel de 950 mégawatts par rapport à la partie électrique qu'on peut exploiter à partir de la biomasse, chose qui a été faite par une ville au Maroc qui est la ville de Fès, un exemple très intéressant à souligner. Aujourd'hui, la ville de Fès s'éclaire au biogaz qui est produit dans sa décharge. Et aujourd'hui, ce sont 30% de l'éclairage public qui provient voilà, de cette décharge. Donc, il y a du potentiel qu'on peut saisir, que peuvent les entreprises françaises saisir sur cette filière. Une présence française très importante sur le secteur à travers la société Aveo Énergie qui a une position très importante sur le marché, qui dispose de pas mal de grands clients marocains, notamment société Le Sueur qui fait la production des huiles. Voilà, donc par rapport voilà, aux nouvelles sources d'énergie sur lesquelles le Maroc est en train de réfléchir, on n'oublie pas aussi, c'est de l'actualité, les énergies marines renouvelables. Le Maroc, en fin d'année, donc en fin de l'année 2020, a créé une commission qui sera spécialisée pour mettre en une feuille de route pour développer aussi l'énergie des courants marins. Et la commission est aujourd'hui, dans la commission, on retrouvera l'Amazon, l'ONE, l'Office national de l'électricité et de l'eau, et les RISEN. Et les énergies, voilà, les énergies concerneront plutôt les énergies qui vont résulter du mouvement des vagues ou celles liées aux marées. S'il y a des entreprises qui veulent se positionner sur ce nouveau segment. Alors après, on passera si vous avez des questions, là je m'adresse aux entreprises participantes, surtout n'hésitez pas à intervenir et à interagir au fur et à mesure que l'on déroule les différents points abordés. N'hésitez pas à poser vos questions et à échanger avec nos experts. Annie, pareillement, donc Annie qui est notre chargée d'affaires industrie à BCI, si tu veux intervenir, n'hésite pas, tu as certainement aussi des questions, toi qui as un regard entreprise, étant donné que c'est toi qui les accompagne, tu as certainement des remarques à partager également. Je reviens sur le slide d'avant peut-être. Oui, voilà, cette slide. Merci beaucoup, Karen. Alors, les opportunités à saisir, c'est ce qui est un peu sera le plus important à partager avec les entreprises. Donc, comme j'ai présenté depuis le début, le Maroc a un potentiel très important par rapport aux énergies renouvelables. Le marché présente plusieurs opportunités. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à quand même 100 projets d'énergie renouvelable qui sont achevés.
ou en cours d'achèvement ou carrément en cours qui aujourd'hui alimente le réseau de l'électricité marocain. Tous ces projets, bien sûr, sont répartis sur les filières solaires, éolien et hydroélectricité et ont nécessité quand même un investissement d'environ 103 milliards de dirhams. Donc, par rapport au solaire, on est aujourd'hui quand même à 700 mégawatts qui sont installés, interviendront entre 2021 et 2023 1800 mégawatts. Donc, c'est des projets sur lesquels les entreprises peuvent se positionner. L'éolien aussi, on est à 1215 mégawatts installés avec 850 mégawatts qui seront livrés entre 2020 et 2021, 570 mégawatts de projets dans le portefeuille. L'hydroélectricité aujourd'hui, le Maroc se positionne aussi sur l'hydroélectricité à travers tous les barrages dont dispose le pays et les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage. Ce sont 600 mégawatts qui sont prévus pour une mise en service entre 2021 et 2025. Sur le marché en général de l'énergie renouvelable, ce sont 34 entreprises qui sont opérationnelles sur le marché, 34 entreprises de 12 différents pays, des pays qui sont là pour le développement de ces projets, et 600 petites entreprises qui opèrent aussi dans le secteur, mais qui sont plutôt impliquées dans la commercialisation et l'installation des équipements liés aux énergies. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un marché plus ou moins structuré, intéressant, qui comporte plusieurs sociétés. J'ai parlé au tout début de l'efficacité énergétique. C'est aussi une filière qui connaît beaucoup d'évolutions, qui présente aussi beaucoup d'opportunités sur lesquelles les entreprises peuvent se positionner. Aujourd'hui, le programme de l'efficacité énergétique est porté par une agence qui a été créée à ce sens, l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, l'AME, et qui est aujourd'hui le premier porte-parole sur cette filière-là. L'AME travaille sur plusieurs secteurs, notamment les secteurs énergivores, et je citerai le premier, c'est le secteur de l'industrie. Et l'AME travaille beaucoup avec les industriels pour mettre en place des solutions pour réduire leur facture énergétique et réduire en fait la consommation énergétique. L'AME intervient aussi sur l'agriculture à travers le programme de pompage solaire. Donc, il y a beaucoup de subventions, beaucoup d'accompagnement sur ce volet-là par l'AME auprès des professionnels du secteur, notamment les agriculteurs. L'année 2019 a été aussi intéressante pour le secteur puisque en décembre 2019, il y a eu la publication du décret par rapport à l'audit énergétique obligatoire. Donc, aujourd'hui, les industriels qui arrivent à un seuil de production et de consommation énergétique déterminée sont aujourd'hui obligés à réaliser des audits énergétiques. Donc voilà, les entreprises peuvent se positionner sur ce volet-là, notamment à travers la formation par rapport à l'audit énergétique, des entreprises qui sont
aujourd'hui dans la mesure de réaliser aussi ces audits énergétiques peuvent se déplacer pour faire des partenariats peut-être avec des entreprises locales sur ce volet-là. Slide suivante. Voilà. Donc, plus concrètement, en termes de technicité, d'expertise et de compétences qui sont plutôt attendues par les entreprises sur le marché. Donc là, j'ai mis un peu quelques secteurs porteurs, notamment de l'expertise relative à tout ce qui est génie civil, génie électrique, donc l'accompagnement dans la construction des parcs et des centrales solaires et éoliens. Le volet formation, j'en ai parlé au début, que le ministère des Énergies, table beaucoup sur la formation parce que voilà, le gouvernement veut développer ce volet-là, veut développer, former des techniciens qui seront localement prêts pour travailler voilà, dans ces parcs et ces centrales solaires. Donc le volet formation très important. Je vais donner l'exemple d'une société qu'on a accompagnée l'année dernière, qui est une société qui opère dans la formation au métier des énergies renouvelables, notamment l'éolien, et qui a pu décrocher un contrat avec l'Institut de formation au métier des énergies renouvelables à Tanger et qui propose une formation continue en éolien GWO. Le volet aussi nouvelles techniques de stockage d'énergie. Comme vous pouvez le savoir, la réussite de la stratégie énergétique marocaine est tributaire de la mise en place de solutions de stockage d'énergie, donc des solutions qui seront adaptées au contexte marocain. C'est vrai qu'il y a eu des solutions qui ont prouvé leur maturité, donc notamment le stockage à travers les steppes, le stockage à travers les CSP, mais le Maroc reste ouvert à de nouvelles techniques de stockage, de nouvelles techniques de stockage d'électricité et notamment les batteries en lithium ou le stockage via l'hydrogène vert. Aussi un point que je voulais souligner par rapport à la fourniture d'équipements. Le Maroc est très ouvert à de nouveaux équipements, notamment des panneaux photovoltaïques en silicium, en verre. On est très ouvert à de nouvelles technologies, de nouveaux panneaux un peu innovants. Des opportunités se présentent aussi par rapport à l'installation des éoliennes. Alors certes qu'au Maroc, on a une industrie, donc des industriels marocains qui fabriquent quelques composants de l'éolien, mais qui aujourd'hui ne couvrent que 50% du marché. Donc, s'il y a des entreprises qui proposent des composants en éolien ou qui ont de l'expertise, on va dire, dans la filière éolienne, elles seront les bienvenues. Donc voilà un peu en gros par rapport au secteur porteur. Nous invitons vivement les entreprises à consulter le site de la Mazen. Comme j'ai dit au tout début, c'est aujourd'hui le premier porte-parole des entreprises sur le marché des énergies renouvelables. Donc, consultez le site Mazen, créez votre compte parce qu'ils ont un espace de fournisseurs. Donc, créez votre compte sur leur espace pour pouvoir être informé régulièrement des différents appels d'offres qu'ils mettent en ligne. Et n'oubliez pas aussi de vous
de vous connecter régulièrement sur le marché, sur le site des marchés publics, donc marchéspublics.gov.ma. Qui est le site où tout en fait les différents marchés publics sont publiés. Voilà, les appels d'offres sont publiés. Slide suivante. Voilà, donc là, on vient un peu par rapport à l'impact de la crise Covid sur le secteur. Bien évidemment, le secteur a été aussi touché par cette crise. Une étude a été menée par le cluster solaire que j'ai présenté au tout début. A été menée auprès d'un échantillon de 500 entreprises du secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et ce sont quand même 90% de ces entreprises qui ont été impactées par la crise, impactées par la baisse de leur chiffre d'affaires, forcément, qui a fait qu'il y a eu une diminution aussi de l'effectif de ces entreprises. Les entreprises ont plutôt précisé qu'ils ont été affectés plutôt par les mesures de restrictions sanitaires qui ont fait qu'il y a eu un arrêt des déplacements, donc le retard sur certaines livraisons de projets, l'arrêt en fait de l'approvisionnement qui a fait aussi qu'il y a eu des retards par rapport à l'approvisionnement en certains équipements, l'approvisionnement qui a été arrêté avec l'Europe et la Chine, et tout ça a fait qu'il y a eu des répercussions sur leur plan de charge et le rétroplanning en fait de livraison de ces projets. Cela n'a pas empêché bien sûr, le gouvernement marocain a mis plusieurs mesures pour accompagner pas que toutes les entreprises des différents secteurs, de tous secteurs confondus. Et il y a eu des mesures, des accompagnements par rapport à tout ce qui est offre, demande, et aussi des mesures sur le volet institutionnel. Une chose qui est aussi importante à souligner, c'est que le gouvernement a proposé aux différents acteurs et donneurs d'ordre du secteur pour favoriser l'expertise nationale. Et cela ne va pas dire qu'on ferme la porte par rapport aux entreprises étrangères. C'est plutôt qu'on favorisera plus des partenariats entre des sociétés étrangères et des sociétés marocaines. Donc, le gouvernement a demandé qu'il y ait une accélération de la commande publique et qu'elle soit adaptée à la taille des entreprises marocaines et aussi à leur capacité d'intervention. Voilà. Annie souhaitait intervenir. Je pense, Annie, ton micro est activé. Tu voulais prendre la parole? Annie? En fait, j'ai pas de micro. On t'entend. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, pardon, parce qu'en fait, depuis le début, je pensais que je ne pouvais pas intervenir. Moi, j'avais une petite question pour Myriam. C'est à propos de l'autoconsommation. Comment aujourd'hui, sur les solaires, on a parlé beaucoup de grandes centrales, mais est-ce qu'il y a des développements actuels sur l'autoconsommation au niveau solaire avec la mise en place de panneaux sur plutôt des bâtiments, des choses comme ça? Alors, par rapport à l'autoconsommation, j'ai parlé au tout début d'un projet d'autoconsommation, mais c'est plutôt d'un projet d'avant-loi, mais c'est plutôt un projet qui va plutôt réglementer qui va plutôt accélérer la partie vente de l'excédent de l'électricité qui est produite à l'Office national, à l'ONE, qui est l'Office national de l'électricité et de l'eau. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples d'entreprises
notamment des industriels qui ont aujourd'hui installé des panneaux photovoltaïques au niveau de leur site industriel et qui aujourd'hui consomment et utilisent l'électricité produite dans leur chaîne de production pour la réduction de leur facture énergétique. Et en fait, c'est ce que nous, on propose aux entreprises qui opèrent dans cette filière-là, c'est de venir et de les faire rencontrer avec des industriels qui veulent mettre en place ce type de solution. D'accord. Bien, merci. Merci à vous. Merci, Myriam. D'autres questions peut-être de la part des participants? Si vous souhaitez prendre la parole, surtout n'hésitez pas. Hein. C'est très facile d'activer vos micros. C'est plus facile que d'écrire vos questions avec le chat. Donc, s'il n'y a pas de questions, maintenant, on va passer au point suivant. Mais encore une fois, ce webinaire se veut interactif. Hein, donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Un petit mot sur la mission collective prévue par la Chambre de commerce. Voilà, donc avant de parler de la mission, j'aimerais bien conclure que certes le marché des énergies renouvelables reste concurrentiel au Maroc au vu du positionnement de d'autres pays européens, mais cela ne veut pas dire que l'offre française n'a pas sa place. L'offre française a une place très importante sur le marché avec la présence historique de plusieurs grands projets, de grands groupes. Je citerai le groupe Engie qui est aujourd'hui un acteur stratégique dans la stratégie énergétique marocaine, qui travaille en forte collaboration avec tous les acteurs que j'ai cités depuis tout à l'heure. Alors, un petit mot sur la mission. Donc, nous organisons les 23, 24 et 25 mars. Par contre, ce n'est pas février, donc on a été dans l'obligation de décaler un peu la mission parce que normalement, on devait organiser la mission en marge d'un salon qui est le salon Solaire Expo, mais qui malheureusement n'aura pas lieu. Au vu de la situation sanitaire, les organisateurs ont décidé de le reporter pour l'année 2022. Donc, nous, on organisera plutôt notre mission en mars, donc 23, 24 et 25 mars. C'est une mission collective au profit des entreprises qui opèrent dans le secteur. Nous programmons pour cette mission un séminaire pour présenter l'actualité du marché en présence de tous les acteurs que j'ai cités depuis le début, depuis le ministère des Énergies, et des Mines, l'Amazen, l'AME, l'ONE. En fait, on aura un panel de tous les grands donneurs d'ordre et les acteurs du secteur qui vont être présents avec nous pour nous présenter l'actualité du marché, discuter du point réglementaire, échanger sur les opportunités. Et c'est une belle occasion pour les entreprises qui sont intéressées de venir échanger avec ces sociétés dans un cadre convivial. On propose aussi, à côté de ce séminaire, un programme de rendez-vous B2B, donc l'organisation d'un programme de rendez-vous plus ciblé, plus qualifié avec la cible qui intéressera les entreprises et qui répond bien sûr à leurs attentes. J'ai oublié de mentionner que la mission était en collaboration avec le CER, donc le syndicat des énergies renouvelables en France. Voilà, si vous voulez plus d'informations concernant la mission, si vous voulez que je partage avec vous le programme prévisionnel du séminaire, n'hésitez pas. Je pense qu'Karen a mis… Je pourrais le rajouter même. Il a lieu quand ce séminaire, Myriam?
donc, j'ai dit la mission, elle aura lieu du 23 au 25 mars. Mars, oui, je vais changer la date. Aura lieu le 24 mars. Donc, on laisse les 2 autres jours pour les entreprises pour réaliser leur rendez-vous B2B. Voilà. Je vais t'envoyer, si tu veux, le programme pour le partager avec les entreprises qui sont parmi nous ou ceux peut-être qui n'ont pas pu se connecter. Je vais rajouter ça, effectivement. Je vais rajouter un slide, corriger la date de la mission et puis parler du séminaire. Et on donnera, comme tu l'as proposé, les points qui seront abordés pendant ce séminaire. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous. Merci à toutes les personnes. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer sur la partie Algérie? Est-ce que les participants ont des questions? Ou Annie, peut-être que tu veux réagir à nouveau sur d'autres points? Écoute, non. Enfin, je pense qu'il faut que chaque entreprise analyse un peu plus dans le détail les opportunités qu'il y a sur le marché pour pouvoir voir l'intérêt. Après, je pense que la mission là, peut être une prise de contact assez intéressante. Donc, bon, voilà, il faut creuser. Que chacun se fasse un avis à partir de ça et puis se dise, ben oui, il faut aller voir de plus près pour voir les opportunités concrètes que peuvent avoir chaque entreprise. Oui, merci Annie d'avoir souligné ce point. Effectivement, la mission est une belle occasion de découverte pour les entreprises peut-être qui ne connaissent pas assez le marché. C'est une belle opportunité pour eux, une belle occasion de venir rencontrer ces donneurs d'ordre et d'échanger avec eux. Donc, la considérer comme une mission de découverte. Voilà. Si vous ne pouvez pas, donc ça ce sera en présentiel si tout en bien, Inch'Allah. En fait, ça sera une mission hybride. Donc, on est ouvert en fait, le séminaire va être en virtuel et aussi en présentiel. Les missions et le programme de rendez-vous, on peut éventuellement le programmer en virtuel, mais nous, fortement, on recommande fortement aux entreprises de se déplacer parce que le relationnel au marocain prime. Oui, j'entends bien. C'était en cas de restrictions sanitaires à nouveau. Voilà. Est-ce que vous convertissez totalement, du coup, l'événement en visio et en numérique? C'était ça ma question. Oui, non, mais c'est hyper pertinent, Karen. De toute manière, c'est vrai que nous, au niveau de la Chambre, on a complètement changé notre manière de travailler. Et donc, tous nos événements au jour d'aujourd'hui sont possibles en hybride. C'est-à-dire que si l'entreprise a des restrictions de voyage, elle peut tout à fait suivre et le séminaire et networker quand même avec ces entreprises-là, puisqu'on a investi dans une plateforme Swapcard qui permet du networking virtuel. Donc, l'entreprise, il ne faut pas qu'elle se dise, enfin voilà, si elle a des restrictions de voyage, elle pourra quand même de toute manière échanger avec les donneurs d'ordre et les programmes de rendez-vous seront aussi en virtuel, pas de souci. Parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors je le redirai en fin de webinaire, mais évidemment, si les entreprises ont des questions spécifiques au marché marocain, Myriam et Faiza se tiennent à leur disposition avec Annie également pour aller plus en détail dans leur projet. Avec plaisir, merci. Merci à toutes les deux. Merci. Khalil, je te laisse la parole. On va démarrer sur cette deuxième partie de webinaire consacrée donc au marché des ENR et de l'efficacité énergétique en Algérie. Merci Karen. Je remercie aussi Myriam et Faiza pour cette présentation. Avant de passer la parole à mes accompagnateurs du jour, donc M. Cheikh et M. Khalaf du CDER, donc c'est le Centre de développement des énergies renouvelables, on va faire une petite partie d'indicateurs macroéconomiques et tout à l'heure, à la fin, pratique des affaires en Algérie. Alors, pour vous expliquer le cheminement de l'Algérie, comment nous sommes arrivés là. Alors, sur la première slide, s'il te plaît, Karen. Donc, l'Algérie a eu son indépendance en 1962. Donc, il fallait bien choisir un camp, soit les socialistes ou soit les capitalistes. Donc, c'est tout naturellement, on s'est orienté vers le socialisme.
71, la tendance était déjà 98% des recettes des exportations algériennes des hydrocarbures. Ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, 96% pardon, des recettes des hydrocarbures, des recettes de la devise algérienne, c'est des hydrocarbures. En 88, nous avons connu le printemps algérien, communément appelé printemps arabe dans les débuts des années 2010-2011. Ça a tout de suite débouché malheureusement sur une décennie noire 92-2001. Et puis 2002, on retrouve une certaine stabilité sécuritaire, stabilité politique et aussi stabilité financière. Société de consommation, le pétrole commence à augmenter. En 2009, on instaure une règle, dite la règle du 51-49, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc, à cette époque-là, c'était pour avoir une entreprise en Algérie, il vous fallait avoir un partenaire algérien à hauteur de 51%. On reviendra tout à l'heure sur cette règle parce qu'elle a été assouplie et revue dans la loi de finances 2020 et la loi de finances 2021. Donc 2012, aisance financière, le pétrole était à $115. Donc l'Algérie a lancé tous azimuts plusieurs investissements dans plusieurs secteurs et dans les ENR. Et puis bien sûr, comme chaque chose a une fin, 2015 ou plutôt second semestre 2014, les prix du pétrole ont été divisés par 2 et là on décide donc de serrer les vis. 2017, nouveau modèle économique, on décide de produire localement et lorsqu'on dit produire localement, c'est que l'Algérie depuis 2017 s'oriente à une industrialisation ou plutôt à une réindustrialisation du pays. Donc il ne faut plus, on va dire, voir le pays comme étant un pays de produits finis, mais un pays où les opportunités existent dans l'équipement. 2019, c'est une année particulière qu'a connue l'Algérie, mais ô combien importante dans notre histoire récente, là où des millions d'Algériens sont sortis manifester dans la joie et la bonne humeur pour changer beaucoup de bonnes choses. 2020-2021, ben, je me suis amusé à mettre ces deux images, ben, comme tous les pays du monde. 2020, donc c'était une année de pandémie. Nous n'avons pas été beaucoup touchés parce que les mesures drastiques ont été prises dès le départ. La preuve aujourd'hui, les frontières extérieures de l'Algérie sont toujours fermées. Et là, aujourd'hui, on tourne à une moyenne de contamination entre 250 et 270 cas par jour pour 100 300 cas contaminés depuis le début de la pandémie, donc au mois de mars, pour malheureusement 2600 personnes qui sont décédées. 2021, comme tous les pays du monde, donc ça reste une année de pandémie, une année de vaccination. Et là, l'Algérie aussi s'est tournée vers ses partenaires qui étaient déjà en 62, donc les partenaires du pays de l'Est. Donc c'est le vaccin russe et le vaccin chinois. Alors, pour l'année 2020, donc quelques indicateurs économiques. Selon la Banque mondiale, donc l'Algérie, c'est la 4e puissance économique africaine, après le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte, avec un PIB de 169 milliards de dollars. D'après le programme des Nations Unies pour le développement, l'Algérie est classée première en termes d'IDH, donc indice de développement humain, et troisième, donc première en Afrique continentale, et troisième si l'on comptabilise les Seychelles et l'île Maurice. Donc, des importations et exportations en baisse par rapport à 2019, hein, donc l'économie était au ralenti. Des réserves de change aujourd'hui qui sont à 42 milliards de dollars, une dette extérieure qui est de moins de 3 milliards de dollars, et l'Algérie a prêté il y a quelques années de cela au FMI de l'ordre de 5 milliards de dollars. Une inflation de 3,5 en glissement annuel pour 2020, une croissance ou plutôt une décroissance de 4,6, donc moins 4,6, pour un taux de chômage constant à 10%. À titre indicatif, le SMIC en Algérie, donc le salaire minimum garanti est de 20 000 dinars, donc 125 euros, pour un salaire moyen à 250 euros. Nous avons des chiffres d'investissement direct étranger de 2019, on n'a pas encore ceux de 2020. Donc l'Algérie a drainé 1,2 milliard de dollars. Et là, bien sûr, il y avait 51% de part algérienne et 49% de part étrangère. Le stock des IDE français s'élève à 283 millions d'euros. Et là, tout à l'heure, on verra que ce stock augmente d'année en année. L'Algérie, c'est un pays qui a donc beaucoup d'infrastructures, hein, 21 aéroports, 11 ports de commerce. Et
les routes et autoroutes, le trait rouge que vous voyez donc de haut en bas, c'est la route transsaharienne qui va d'Alger, donc au nord d'Algérie, et qui arrive jusqu'à Lagos au Nigeria. Voilà pour la première partie. Je cède la parole à Monsieur Chir qui va nous parler donc des marchés des ENR, et tout de suite après, ça sera Monsieur Khalaf. Et moi, je vous retrouverai tout à l'heure. Merci. Merci, Khalid. Monsieur Chir, merci encore pour votre disposition, votre présence avec nous ce matin. Donc, vous allez nous faire un état des lieux du marché des ENR, c'est ça, en parlant tout d'abord de la sécurisation de l'approvisionnement en énergie, ensuite de la satisfaction de la demande nationale, etc. Je vous laisse la parole, monsieur Chir. Merci encore pour votre intervention. Merci quand même de m'inviter à ce webinaire. C'est comme tous les pays, on essaye, l'Algérie essaye quand même de sécuriser un peu l'approvisionnement en énergie. Actuellement, nous sommes partis vers un mix énergétique, c'est-à-dire au lieu d'utiliser une seule source, on essaie de diversifier un peu nos ressources énergétiques et bien sûr, on table sur les énergies renouvelables. Et comme actuellement, l'Algérie, enfin, en termes de demande, de croissance de la consommation énergétique, elle croît d'année en année. Donc là, d'après certains experts, d'ici 2030, on n'arrive même pas à exporter du gaz. C'est-à-dire pourquoi? Parce que d'ici 2030, il se pourrait que la production de gaz n'arriverait pas à satisfaire la demande interne. Donc pour cette raison, l'État a mis en place un plan énergétique pour développer un peu des ressources alternatives d'énergie, c'est-à-dire aller vers le mix énergétique. Et bien sûr, cette diversité énergétique exige une certaine réglementation et bien sûr établir un plan d'efficacité énergétique. Avant d'aller vers les opportunités à saisir en termes d'énergie renouvelable, un très bref historique de l'utilisation des énergies renouvelables en Algérie. L'État a mis en place un programme de développement, c'est-à-dire si vous pouvez passer notre slide. Celui-ci ou... Dites-moi quel slide. Exactement. C'est le programme national des énergies renouvelables. Avant celui-là, avant ce slide. Oui, c'est ça. Merci bien, Karen. Alors, le programme, l'État a mis en place en 2011 un programme qui s'étale jusqu'à 2030. C'est un programme où c'était prévu de 2011 à 2013 d'installer une puissance d'énergie renouvelable de l'ordre de 110 MW. Et avec une capacité allant vers 2015 de 600 MW. Et bon, malheureusement, en 2015, il y avait uniquement l'installation et la mise en place de 385 MW solaires photovoltaïques. Mais avant cela, en 2014, le ministère de l'Énergie, à travers sa filiale SKTM, elle a mis en place des stations pilotes. Une en solaire photovoltaïque et l'autre en éolien.
L'objectif de ces stations pilotes, c'est ça sera un outil d'aide pour le choix de la technologie qu'il faut mettre en place pour aller dans le programme des énergies renouvelables. Mais ces stations pilotes, c'est des stations dans lesquelles on a mis plusieurs technologies photovoltaïques. Bon, j'essaie d'être un peu bref. Il y avait le monocristallin, le polycristallin, l'amorphe et la technologie CDTE, c'est-à-dire c'est le cadmium, le telluride de cadmium. C'est une technologie qui a été inventée par une seule société américaine, c'est First Solar. Et cette technologie, c'est vrai que jusqu'à l'heure actuelle, il y a plus de 10 gigawatts de cette technologie qui a été installée de par le monde. Bon, revenons à notre pays, parce que là, le programme qui a été initié en 2011, ça a été réajusté en 2015, où vous pouvez aller vers le deuxième slide. Voilà. Est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu votre caméra, Monsieur Chir, parce qu'on ne voit que le haut de votre visage. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Voilà. Alors, d'ici 2030, l'Algérie ciblé une intégration des énergies renouvelables dans la production nationale d'électricité à l'ordre de 37%. C'est un chiffre très ambitieux. Donc, ça permet du moins de développer un peu le secteur des énergies renouvelables et avec un parc et la part de l'éolien qui va s'étaler jusqu'à 3%. Mais, comme j'ai dit, le programme de 2011-2030 a été réajusté en 2015, où on table vers la mise en place ou bien l'installation de 22 gigawatts d'énergie renouvelable. Les 22 gigawatts, vous pouvez passer, Karen, pour l'autre slide. Voilà. Les 22 gigawatts ont été répartis sur 4 principales ressources énergétiques, le photovoltaïque, l'éolien, le CSP. Le CSP, c'est les concentrations solaires paraboliques et la biomasse. Le programme a été scindé en 2 étapes, en 2 phases. La première phase, c'était 2015-2020. On prévoit d'installer 4000 MW du photovoltaïque, 500 MW de l'éolien et 360 MW du biomasse. La deuxième phase qui démarrera en 2021 jusqu'au 2030, c'est le reste des 22 gigawatts qui vont être mis en place. La part du photovoltaïque dans ce programme, c'est quelque chose de très, très important, c'est de plus de 60%, c'est du photovoltaïque. Pourquoi la grande partie est du photovoltaïque? C'est dû aux chutes du prix du module photovoltaïque. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré aller en grande partie vers le photovoltaïque. Mais malheureusement, ce programme, pour le moment, n'a pas eu le jour. C'est pour des contraintes peut-être financières et c'est dû aux chutes des prix du pétrole. Donc, l'Algérie a mis en place, elle a mis en forme ce programme et pour le moment, on parle de la mise en place de 4000 MW du solaire photovoltaïque et c'est établi jusqu'au 2023. Ce projet de 4000 MW initié par le ministère de l'Énergie, appelé aussi
le projet Tafouk, c'est un mot berbère qui veut dire le soleil intense. Voilà, c'est de mettre en place la puissance de 4000 MW. Et ces 4000-là vont s'étendre s'étaler jusqu'à 2023. Voilà, vous pouvez passer, Karen, pour notre slide. Voilà, les projets, pour le moment, les projets réalisés d'origine photovoltaïque jusqu'à l'heure actuelle, du point de vue off-grid, il y avait, depuis 2012 jusqu'à l'heure actuelle, il y a à peu près plusieurs projets qui ont été installés en termes d'électrification des zones rurales, le pompage photovoltaïque, l'éclairage public, la télécommunication et d'autres applications. Mais 97% de cette ressource énergétique, c'était beaucoup plus du photovoltaïque. L'autre slide. Voilà. En deuxième phase, ça a été l'objet de réaliser plusieurs projets photovoltaïques en termes de 6 MW. 6 MW, c'est réparti en électrification rurale des zones arides, enfin des villages qui existent au niveau du sud algérien. En totalité, 16 villages qui ont été programmés pour être alimentés par du solaire photovoltaïque. Ces régions, c'est beaucoup plus le sud et les hauts plateaux, tels que Tamanrasset, El Oued, Msila, Ilizi et Gardaya. Donc, c'est un projet, pour le moment, reste inachevé. Au contraire, ça n'a pas été démarré. Donc, n'a pas été démarré. L'État a réajusté un peu ce programme par la mise en place d'autres projets pour réaliser ces villages en ajoutant d'autres villages qui existent au niveau de la prochaine slide, si vous voulez, Karen. Voilà l'autre, la deuxième, parce que ça, on a déjà parlé. Voilà, les projets qui ont été installés par Ascatien, on a dit c'était l'ordre de 385 MW. Là, c'est écrit 343, mais il y a d'autres centrales qui ont été réalisées après 2016. C'est juste le raccordement avec le réseau électrique national. C'est le projet de pratiquement de 400 MW a été réalisé par deux sociétés, une chinoise et une allemande. Vous passez à l'autre slide. Voilà, le projet qu'on avait parlé tout à l'heure sur les villages qu'il faut alimenter, donc ça a été réajusté en 2017. Donc il s'agit de l'acquisition et l'installation de 2897 kits, c'est-à-dire alimentation de 2897 foyers à raison de 2 kW par foyer. Donc, c'est l'équivalent à peu près de 6 MW du solaire photovoltaïque. Et les régions qui vont être bénéficiaires de cette énergie, c'est des régions du sud et des hauts plateaux. Voilà. L'autre slide, s'il vous plaît, Karen. Alors, le suivant, c'est celui-là. Oui. C'est exactement le deuxième.
Celui-là? Non, il y en a parlé. Non, non. Celui-là. Non. D'après. Voilà. Une des opportunités à saisir en termes du projet, c'est beaucoup plus au niveau de l'éclairage public, parce que l'éclairage public, c'est une partie où on constate qu'il y a une grande consommation d'électricité. Au niveau des collectivités locales, c'est beaucoup plus l'éclairage public qui prend de l'ampleur. C'est-à-dire on a à peu près 60% de la consommation énergétique au niveau des collectivités locales, c'est de l'éclairage public. Ensuite, il vient les forages, les autres édifices tels que les mosquées, les sièges de communes, les écoles primaires, etc., qui consomment cette électricité au niveau des collectivités locales. Donc, le marché de l'éclairage public est un marché qui est très prometteur pour les entreprises qui veulent investir dans ce créneau. L'éclairage public, là, c'est-à-dire les entreprises qui peuvent investir dans la partie éclairage public, c'est beaucoup plus la gestion de ces systèmes d'éclairage. On essaie de... Vous pouvez passer, Karen, pour l'autre slide. Voilà, les solutions qu'on peut apporter pour l'éclairage public en termes d'accompagnement, c'est-à-dire de développer un peu les compteurs électriques communicants pour beaucoup plus la communication avec le gestionnaire du réseau, les systèmes de télégestion pour la collecte et la gestion des données, et aussi pour actionner les relais de coupure à distance qui vont nous permettre d'assister un peu les collectivités par rapport à deux aspects fondamentaux. C'est-à-dire, le premier aspect, c'est de tenir compte de la variation de la lumière du jour et selon des horaires précis, c'est-à-dire on essaie d'éviter un peu le dysfonctionnement des cellules photoélectriques. Le deuxième aspect, c'est analyser les profils de consommation en vue de classer ces éclairages publics les plus énergivores et mettre à la disposition des collectivités locales ces informations pour la mise en place d'actions prioritaires. C'est-à-dire, on essaiera peut-être de recommander les collectivités locales d'utiliser d'autres produits de consommation tels que par exemple le remplacement des lampes CFL par des lampes LED qui consomment moins et qui ont une qualité énergétique beaucoup plus meilleure. On passe maintenant à le deuxième aspect sur lequel les entreprises peuvent saisir cette opportunité. Le deuxième slide, Karen. Voilà, c'est le raccordé au réseau. Là, le raccordé au réseau, là, peut-être aller vers le projet des 4000 MW. Là, on peut les mettre en évidence ou bien en place par l'installation de plusieurs centrales électriques photovoltaïques qui peuvent être raccordées au réseau, soit par le biais de la moyenne ou la haute tension. Le défi pour ces centrales, c'est d'assurer en permanence un certain équilibre entre la production et la consommation. Et bien sûr, le fait de connecter ces ressources renouvelables dans le réseau nécessite un peu une sécurisation de ce raccordement, bien de ce mix énergétique. Ça, c'est un défi qui a été lancé par l'État, c'est de mettre en place des protections de nos installations, des processus d'exploitation, de maintenance, etc.
Voilà, là, ça c'est une grande opportunité pour les investisseurs sur laquelle ils peuvent intervenir pour aider notre pays ou bien d'accompagner notre programme qui est pour le moment de 4000 mégawatts. Ensuite, après 2023, on essaiera de voir le reste du programme de 22 gigawatts. Le deuxième, notre slide, voilà. Un autre créneau qui est loin d'être négligeable, c'est le secteur agricole. Le secteur agricole, c'est-à-dire c'est un secteur qui peut aider à développer les énergies renouvelables. Et même le développement des énergies renouvelables va entraîner le développement de ce secteur agricole par le développement, développement des espaces agricoles dans le milieu rural et beaucoup plus aérien. Actuellement, bon, tout le monde sait que l'Algérie dispose d'une superficie assez importante au niveau du Sahara algérien. C'est pratiquement les 4/5 de la surface algérienne. C'est des zones arides et semi-arides. Et même dans ces zones, actuellement, l'État a mis en place un programme de développement de l'agriculture au niveau du sud algérien en mettant c'est-à-dire au service des investisseurs des espaces assez importants pour le développement de l'agriculture. Mais le problème majeur pour ces zones sahariennes, ou bien dans le milieu rural, c'est l'approvisionnement en énergie électrique. Donc, les ressources solaires, c'est-à-dire les énergies renouvelables, viennent se placer vraiment en parfaite situation, c'est-à-dire d'apporter une solution sine qua non pour le développement ou bien pour l'approvisionnement en énergie électrique. Et tout cela va développer un peu ce secteur et va aussi, d'une manière intrinsèque, de développer les énergies renouvelables. Les investisseurs peuvent examiner un peu les mécanismes qui ont été mis en place par l'État pour le développement et l'exploitation des énergies renouvelables dans l'activité agricole. L'analyse aussi des modèles d'affaires adaptés à chaque activité agricole. Par exemple, un des modèles d'affaires, c'est par exemple aller vers l'autoconsommation, c'est-à-dire que l'investisseur dans l'agriculture peut utiliser des énergies renouvelables et utiliser une partie et l'autre peut être vendu pour l'État à travers des mécanismes d'achat et de vente. Ces modèles d'affaires, j'ai dit l'autoconsommation, c'est une notion qui est d'actualité pour le photovoltaïque, c'est-à-dire on essaiera d'installer des systèmes solaires photovoltaïques au niveau des zones agricoles et on essaiera de consommer le maximum de ces ressources énergétiques solaires et l'autre partie sera déduite soit du diesel ou bien du réseau s'il existe dans ces zones-là. L'autre slide. Non, il y a encore une. Non. C'est tout ce que j'ai. Il y a peut-être une slide sur laquelle... Il y a non, il y a une autre. Ça concerne... Non, après. Il y a 2 slides pour les micro-réseaux. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'avais dans la présentation. Ensuite, c'est l'hydrogène.
Il y a un omis de 2 slides. Eh bien, c'est ce qu'on m'avait transmis. Je suis navrée, je n'ai pas d'autres slides. Attends. Pourtant, hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire sur les... peut-être qu'il y a eu une omission Oui. sur les deux, oui, sur les deux Il slides. y a, voilà. Très bien. Bon, le quatrième aspect, c'est-à-dire la quatrième opportunité, c'est les micro-réseaux et le futur management de l'énergie. Les micro-réseaux, l'Algérie dispose pratiquement de trois compartiments géographiques. Le nord qui est actuellement à 99%, 99%, il est bien électrifié. Il y a une partie des hauts plateaux, il y a la partie sud. C'est vrai que les hauts plateaux, c'est à 98% de ces zones sont électrifiées par le réseau électrique national. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que les villes qui existent au niveau des hauts plateaux, en réalité, ce n'est pas des grandes villes, mais c'est des grands villages. Là, les systèmes micro-réseaux viennent pour apporter des solutions parfaites pour l'exploitation des énergies renouvelables. C'est de créer des zones, des micro-zones où on peut utiliser plusieurs sources d'énergie renouvelables telles que le photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, etc. Et ces zones-là peuvent bénéficier de cette production énergétique qui vient de ces différentes ressources et ces micro-réseaux vont nous servir à développer un peu ces ressources énergétiques et le développement de ces ressources nous permettra de savoir mieux les utiliser et peut-être les développer par la suite. Donc, les hauts plateaux, bien le sud algérien, on peut dire que c'est un laboratoire à ciel ouvert où on peut mettre en place ces systèmes micro-réseaux où on a une diversification des ressources énergétiques. Voilà. Et tout cela va contribuer à la transition énergétique et à la sécurité de l'approvisionnement en énergie électrique. Voilà c'est-à-dire les opportunités qu'on peut donner ou bien mettre en exergue pour les investisseurs étrangers qui peuvent qui veulent investir dans le marché énergie renouvelable algérien. Merci beaucoup. Sur ça, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Chir. Je vous en prie. On va passer au point suivant avec le docteur Khelaf. Bonjour. Merci. Bonjour, Karen. Merci pour l'invitation. Permettez-moi... Allez-y, madame. Non, je vous en prie, allez-y. Permettez-moi d'abord de sortir un peu des énergies renouvelables, mais plutôt de parler d'un moteur du succès des énergies renouvelables et particulièrement de la transition énergétique. L'intérêt pour l'hydrogène dans la transition énergétique et dans le succès de l'introduction massive des énergies renouvelables est à l'échelle mondiale. Je vous donne un exemple. En 2017, il y a à peu près une vingtaine de compagnies du secteur industriel et du secteur de l'énergie se sont mis ensemble. Ils ont créé le Conseil de l'hydrogène, ou en anglais, le Hydrogen Council. Ce conseil qui était constitué d'à peu près une vingtaine en 2017 est passé actuellement à plus d'une centaine. Revenons maintenant à l'échelle de notre région. Pour la région MENA, en 2020, il y a création de l'Alliance pour l'hydrogène. Et je pense, mes amis et mes frères
marocains sont au courant parce qu'ils sont partie prenante, ils ont pas mal de projets dans ce cadre-là. Et dans le cadre de cette alliance, il y a l'accélération de la chaîne de valorisation de l'hydrogène, particulièrement dans la décarbonisation et le succès de la transition énergétique. Enfin, à l'échelle de la Méditerranée de l'Ouest, en 2019, il y avait l'organisation du Forum énergie de la Méditerranée qui a été tenu le 8 avril 2019. Et là, on a mis l'accent sur l'utilisation de l'hydrogène, soit pour le succès de la transition énergétique, mais surtout pour l'exportation vers l'Europe des énergies renouvelables. Donc, grosso modo, c'est ça l'hydrogène. Maintenant, quel rôle moteur peut l'hydrogène jouer? À mon point de vue, c'est à 3 niveaux. D'abord, il peut jouer au niveau de la diversification du mix énergétique. En d'autres mots, on peut utiliser comme vecteur énergétique, comme carburant alternatif. Mais ce qui est important aujourd'hui dont on va en parler, c'est surtout de la décarbonisation des secteurs industriels et énergétiques. En d'autres mots, on passe d'une industrie polluante vers une industrie qui est propre. Et c'est ça l'objet de la transition énergétique. Et là, il faut non seulement décarboniser l'industrie, mais aussi il faut décarboniser l'hydrogène. Parce que maintenant, à 90%, à 95%, l'hydrogène qu'on produit est produit du charbon et du gaz naturel, ce qu'on appelle l'hydrogène noir. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller vers... attendez, madame, ça c'est quelque chose, j'y reviens. C'est l'hydrogène vert. Et le troisième point que je vais faire, c'est la valorisation des énergies renouvelables. C'est la transition énergétique avec 2 points qui sont importants. C'est la résiliation des systèmes énergétiques. En d'autres mots, on passe à une introduction massive des énergies renouvelables. Les réseaux deviennent instables. Donc, l'hydrogène peut intervenir en élément de résilience des systèmes et peut contribuer au succès de la transition énergétique. L'autre point qui entre dans la transition énergétique, c'est la valorisation des énergies renouvelables. Lorsqu'on produit en excès, cet excès peut être transformé en hydrogène comme élément tampon pour être valorisé en gaz synthétique. C'est grosso modo ce que je voulais faire. L'autre slide, s'il vous plaît. Je m'excuse, j'ai fait tous ces slides, mais lorsqu'on m'a dit vous venez 1 à 2 slides, j'ai réduit le nombre de slides et j'ai dit que je vais parler. Il n'y a pas de souci, merci. Est-ce que vous pouvez ajuster un petit peu votre caméra pour que l'on vous voit mieux? Oui, voilà, c'est un peu mieux. C'est mieux qu'on vous voit. Ok, voilà. merci. Donc, revenons à l'activité en Algérie. En activité en Algérie, quels sont les secteurs qui sont en activité sur l'hydrogène? D'abord, on a les centres de recherche et l'académique, c'est-à-dire les universités. Il y a la division hydrogène et énergie renouvelable du Centre de développement d'énergie renouvelable qui s'est engagé dans ce domaine-là depuis plus d'une dizaine d'années. Ces activités, c'est les technologies de production, c'est les technologies de stockage, c'est les applications stationnaires et mobiles, l'appel à combustible, les moteurs à combustion à hydrogène ou à carburant mixte, et puis le power to gas. Nous organisons chaque 2 années des symposiums. Le prochain sera cette année-là et j'invite tous les participants à y être avec nous. Ce sera avec plaisir de vous accueillir. On espère le voir en présentiel, mais tout dépend de l'évolution du Covid. Maintenant, ça c'est à l'échelle de recherche et développement. En dehors du recherche et développement, qui utilise l'hydrogène? C'est surtout l'industrie. L'industrie, vous avez la Sonatrach, la grande boîte des hydrocarbures, qui utilise pour le raffinage et la pétrochimie. Donc, la pétrochimie, c'est le méthanol et l'ammoniac, comme mes amis du Maroc ont parlé, l'ammoniac. Et puis, vous avez aussi la Sonelgaz qui l'utilise comme
élément de refroidissement du turbogénérateur. Et là, il y a une grande demande. Finalement, on a Cevital qui s'est lancé dans l'industrie du verre plat et industriel. Et là, la demande pour l'hydrogène est grande. Donc, pour ces boîtes-là, c'est surtout les technologies de production d'hydrogène et surtout les productions d'hydrogène propre. Donc, pour l'hydrogène noir, comme on l'appelle, ou bleu, comme on l'appelle, ça, c'est fait. Mais pour tout ce qui est propre, c'est-à-dire les électrolyseurs, etc., donc c'est ça le vote. Il y a d'autres secteurs qui utilisent l'hydrogène. Par exemple, il y a des petites boîtes qui s'occupent de récupérer les huiles et parmi les technologies qu'ils utilisent, ça fait recours à l'hydrogène. Et puis, il y a d'autres plus bas que je ne vais pas nommer. Donc, grosso modo, c'est ça les activités, les activités qui demandent l'hydrogène. La prochaine. Donc, maintenant, rentrons ce qu'on peut y avoir dans le futur. D'abord, l'Algérie a rejoint le mouvement de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'elle s'est engagée dans le développement des énergies renouvelables et des technologies d'efficacité énergétique. Premièrement, c'est pour la préservation des ressources fossiles, parce que leur rôle est autre que seulement produire de l'énergie. C'est aussi pour avoir un système qui est propre et puis pour le défi environnemental. Le deuxième point, c'est le programme national des énergies renouvelables. Monsieur Cheikh a bien présenté ça. Le deuxième point, pourquoi c'est un moteur, c'est l'ambition affichée d'exporter l'électricité renouvelable. Et là, c'est un intérêt régional. Comme je vous ai dit, durant le forum de l'énergie de la Méditerranée, on a parlé de l'exportation de l'électricité propre vers l'Europe, de l'hydrogène vers l'Europe. Et là, l'Algérie a affiché son ambition dans ce sens-là. Et on sait que l'exportation vers l'électricité renouvelable vers l'Europe peut poser des problèmes. Pourquoi? Parce que comment vous allez le transporter d'un réseau de la rive sud vers un réseau de la rive nord? Est-ce que vous allez avoir un câble supraconducteur et là, vous allez avoir des réseaux qui ont différents standards qui sont reliés et ça risque de poser des problèmes? Ou est-ce que vous allez transformer l'électricité en énergie renouvelable en énergie, plutôt l'électricité renouvelable en hydrogène et puis de l'autre côté l'hydrogène en électricité? Et ça, c'est le débat qu'il y avait durant le forum des énergies de la Méditerranée. Le troisième point, il y a un besoin d'hydrogène dans le secteur économique. En Algérie, il y a beaucoup de besoins et là, le besoin s'exprime à travers les technologies propres. Et enfin, l'engagement de l'Algérie dans la réduction des gaz à effet de serre, et là, c'est l'engagement de l'Algérie à aller vers la décarbonation et les industries propres. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour le développement de cette filière en Algérie et particulièrement dans la transition énergétique. L'autre slide. Donc, est-ce qu'il y a un potentiel pour l'hydrogène vert en Algérie? Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un important potentiel renouvelable, particulièrement solaire et éolien. Donc, on peut produire de l'énergie qui va être transformée en hydrogène. Deuxièmement, le point, c'est les infrastructures des hydrocarbures, les pipelines et les terminaux GNL. Pourquoi ça? Parce que ça permet le transport de l'hydrogène à partir de ces infrastructures. Le troisième point, c'est la proximité de l'Europe. Ça permet de transporter cet élément vers l'Europe ou ce produit vers l'Europe. Donc, quelles sont les opportunités? Les opportunités sont surtout le deuxième et le troisième point. Donc, c'est la transition énergétique parce qu'il y a besoin de l'intégration massive des énergies renouvelables qui va mener vers une instabilité des systèmes. Donc, il faut insister pour augmenter la résilience des systèmes des énergies renouvelables, des systèmes énergétiques. Et là, l'hydrogène peut jouer un rôle. Et je pense qu'on va voir ce point prendre de l'ampleur à fur et à mesure
d'une introduction graduelle des énergies renouvelables. Le troisième point, c'est les matières premières dans le secteur, c'est la décarbonation. Et là, comme j'ai dit, c'est surtout les différents secteurs qu'il faut décarboner. Et là, le besoin en hydrogène se pose. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Khelaf. Merci Je vous en beaucoup. prie. Voilà. Je vais céder la parole désormais à Halim pour les... Halim, tu es là pour les deux prochains points? On a un peu dépassé le timing, mais Pas de souci, on essaiera de les faire vite. informations étaient importantes. Merci encore, Monsieur Khelaf. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci, M. Khelaf et M. Chir. Donc, impact de la crise sur le Covid. Pour faire vite, nous avons édité au niveau de la Chambre 3 guides qui résument l'impact de cette pandémie sur les entreprises algériennes et toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour aider ces entreprises à redémarrer leur activité assez rapidement. Nous avons aussi joint à ces liens le rapport du CRF, donc c'est le commissariat des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique qui vient de paraître, qui est sorti fin d'année 2020. Nous vous recommandons sincèrement de le feuilleter, il est très très intéressant. Sur le site, bien sûr téléchargeable sur le site de BCI Info. Et puis on passe sur la pratique des affaires assez rapidement. Donc pour toute opération d'importation de biens ou de services en Algérie, vous avez une obligation de domiciliation bancaire. Donc cette domiciliation est préalable à tout engagement, à tout transfert et à tout dédouanement de marchandises. Cette taxe, elle est de 4% pour les importations de services, 0,5% pour les biens ou marchandises destinés à la revente en état et de 1% pour les kits CKD, SKD, donc Complete Knockdown et Semi-Knockdown. Ça concerne plus le domaine de l'industrie automobile et de l'industrie électroménager. Les incoterms, l'incoterme à prioriser, si vous avez le choix, c'est toujours le FOB. Si ce n'est pas le FOB, si vous utilisez un incoterme, par exemple CPT ou CFR, il faut veiller à dissocier le coût du fret de celui du prix de la marchandise. Bien entendu, les incoterms utilisant une assurance sont prohibés en Algérie car la réglementation stipule que l'assurance doit être payée ici en Algérie. Vous avez la possibilité aussi de faire un ex-works, sortie d'usine. Il faut présenter le document D10 à la douane. Prochain slide, s'il te plaît. Oui, pardon. Les moyens de paiement. Donc, nous avons pour le paiement de l'importation de marchandises destinées ou non à la revente en état, vous avez le crédit documentaire, le remise documentaire et le transfert libre. Vous avez aussi la possibilité d'émettre une Standby Letter of Credit, donc une SBLC pour une couverture d'un contrat global. Pour les paiements de services, donc c'est un transfert libre. Il est fortement recommandé d'établir un contrat d'assistance technique. Et pour le transfert libre, vous avez une retenue à la source de l'ordre de 30%. Pour le négoce, donc importation de marchandises ou de matières premières et revente en état, donc la règle, il faut que l'importateur domicilie son opération 30 jours avant et provisionne le montant de l'importation à hauteur de 120%. Et bien sûr, il faut un certificat de libre circulation. Là, nous vous recommandons de vous rapprocher des équipes de BCI qui vont vous expliquer par rapport à ce certificat de libre circulation. L'étiquetage obligatoire en arabe, une deuxième langue, en l'occurrence le français, est facultative. Donc l'étiquetage doit se faire sur l'unité de vente et doit se faire en France. Avant, on avait cette possibilité de le faire ici en Algérie, mais depuis la loi de finances 2020, l'étiquetage est obligatoire avant embarcation de la marchandise. Prochaine slide. Les nouvelles dispositions de la loi de finances 2021, ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, pour les produits ou les marchandises pour revente en état, il est institué un moyen de paiement dit à terme de 45 jours. La facture, très important, plusieurs points importants à voir dans cette facture. Déjà, ne pas accorder de remise plus que 5%. Les conditions de paiement, donc les citer. Bien sûr, le nom de l'importateur, ses coordonnées, la quantité et la qualité, et aussi un autre point très important, le cachet humide. À noter aussi que vous pouvez demander un acompte pour les paiements. Cet acompte ne pourra dépasser
15%. Au-delà de 15%, il faut un accord de la Banque d'Algérie, donc toute une démarche. Donc, pour notre activité Chambre de commerce et d'industrie algéro-française dans ce secteur, nous allons participer au salon de l'énergie renouvelable ERA qui aura lieu à Oran, c'est la deuxième plus grande ville d'Algérie, du 24 au 26 mai. Et bien entendu, si cette pandémie, on va dire, décrue et que les frontières soient ouvertes. Voilà pour nous. Merci beaucoup, Halim. Merci à tous pour votre intervention. Merci Faiza, Meriem. Merci à vous trois, messieurs, pour la partie Algérie, encore une fois. Je vous ai reporté ici les coordonnées d'Annie Berthelot, donc chargée d'affaires industrie. Annie, que l'on a entendu tout à l'heure pendant le webinaire. J'ai mis les coordonnées aussi d'un autre chargé d'affaires de BCI, Nicolas Plantis, parce que certaines sociétés qui étaient inscrites ce matin au webinaire dépendent de ce secteur d'activité. Ici, vous retrouvez les coordonnées de nos intervenants, prestataires agréés du réseau BCI. Et puis encore une fois, la présentation de ce matin ainsi que le podcast seront disponibles sur la plateforme BCI Info d'ici quelques jours à votre disposition. Merci encore à toutes et à tous pour votre participation ce matin. À très bientôt pour de prochains webinaires BCI. Vous retrouvez tout l'agenda des webinaires que l'on vous propose, que ce soit en développement commercial ou en technique et réglementaire. Je vous invite à consulter l'agenda sur notre site web où vous retrouverez toutes les prochaines dates de webinaires qui pourront vous intéresser. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à toutes et à tous. À bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt. À bientôt.